Bienvenue dans cette vidéo qui, j'en suis sûr, vous donnera le feu de la passion, de la nostalgie dans vos cœurs, dans votre âme, dans votre esprit, dans tout ce que vous voulez. Dites-le moi en commentaire. Et pour les plus jeunes d'entre vous, le goût de la découverte et de la curiosité, tout simplement. Oui, et vous allez kiffer, j'en suis sûr et certain. Vous allez bitch-watcher ces vidéos. Et surtout, la série qui va être diffusée sur Amazon Prime le 8 mars 2021. Et je parle bien sûr de la grande série Charmed de 98. Et oui, les 8 saisons diffusées le 8 mars 2021 en intégralité. Je me redis, mais c'est vachement important, parce que même moi, quand j'ai vu cette vidéo et cette petite news, j'étais comme un fou. J'avais tous les poils de tout mon corps sont tous réveillés, tous pointés vers le haut, c'est-à-dire oui. Et vous aussi, j'en suis sûr. Car au simple fait de l'évoquer, j'en suis sûr certains d'entre vous se rappellent des grands trucs, des grandes lignes, de cette grande passion, de tous ces souvenirs, de ce magnifique générique. Je parle pas de la série, enfin, si, du générique de Charles, je vais en parler un petit peu. Mais je parle surtout du générique de la trilogie du samedi, il me semble. Le générique en lui-même est moche, mais le son... si certains d'entre vous ne savent pas de quoi je parle, ne quittez pas la vidéo, attendez vers la fin. Ou regardez dans la description, je crois, je sens que je vais le mettre dans la description. Fouillez un petit peu, je vais vous donner cette deuxième chips, parce que la première c'était la news. La deuxième chips que vous allez dévorer, savourer, c'est ce générique. Attendez jusqu'à la fin, vous verrez. Vous allez kiffer, vous allez aimer, vous allez encore redemander. Et on le sait. Bref, pour cette vidéo, je vais essayer bien sûr de ne pas spoiler au maximum. Mais je vais être obligé de révéler certains détails ou traits de personnalité des personnages. Je serai obligé. Je ne vais pas vous dire pourquoi, je ne vais pas vous dire comment ils ont arrivé jusqu'à là. Dans le global, je vous laisse redécouvrir ou découvrir tout simplement cette série via Amazon. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, hélas. Pas me mentir, j'aurais bien kiffé avoir un petit abonnement gratos, mais qui sait, pas tout de suite. En tout cas, pas tout de suite, pas tout de suite. Bref. Mais très simple. On suit 3 héroïnes, les sœurs Halliwell. 3 pour le prix d'une, c'est pas dégueu, je vous dis, c'est une bonne série. Qui découvrent qu'elles sont des descendantes d'une grande famille de sorcières extrêmement puissantes, extrêmement connues, extrêmement tout ce que tu veux. En tout cas, c'est extrême, c'est fou. Qui doivent combattre le mal, alors sur plusieurs formes, hein, ça peut être démons, vampires, sorciers, autres. Voilà, on n'est pas là pour juger. On aime tout le monde, on accepte tout le monde. Venez quand vous êtes. Il avait déjà prévu avant le coup. Pas du ciel de 98, c'est pas dégueu, avant temps. Bref, tous ces démons et tous les méchants ne veulent qu'une chose, récupérer le pouvoir qui se trouve en elles, ou au moins, en tout cas, Chourave, le bouquin qu'ils ont dans leur grenier, El Famoso, Livre des Ombres. Oui, parce que ça fait depuis 1990 qu'ils n'ont pas rendu la bibliothèque. Ils sont vachement en colère. Rendez les bouquins à l'heure. Je veux pas les crevards, des bâtards. Je sais que certains d'entre vous le font. Et c'est pas bien, non? Bon, toute l'action se passe à San Francisco. Et toute l'action se passe aussi, la plupart du temps, dans la maison. Qui, elle, ne se trouve pas à San Francisco. En vrai, elle se trouve à Los Angeles. Je vous l'ai dit, c'est un délire de sorcière. Il y a des trucs magiques et féeriques. Et envoûtants. Me demande pas pourquoi. Les 3 sœurs Halliwell. On a, dans le désordre, parce qu'il ne faut pas vous dire qui est qui, et il ne faut pas dire non plus qui se trouve qui. On a Holly Mary Combs, a.k.a. Piper Halliwell. Alors, pour faire court et pour faire simple, on va dire que c'est le médiateur entre les sœurs, que c'est une chef d'entreprise, mère célibataire, et parfois non, et parfois oui, et je dirais pas plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Leader aussi. Au bout d'un moment, elle devient leader et tête d'affiche de la série, parce que elle, c'est un fait, elle apparaît dans tous les épisodes.
encore plus que la maison. C'est-à-dire qu'il y a le bouquin, il y a la maison, il y a elle. Elle était là avant, elle sera là après, même là il dit encore. Tu le sais pas, mais je le sais, et elle aussi elle le sait, et c'est génial. Comme pouvoir, alors, elle peut figer, accélérer ou faire exploser les molécules qui sont autour d'elle, tout simplement. Si c'est son champ de vision, et boum, t'es plus là, ou t'es pas là, ou t'es là, ou t'es plus là. On a El Famoso, El Extraordinaire, et Magnificence, mais si ce mot n'existe pas, Alissa Milano. Oui, vous en rappelez, vous qui, je vous laisse quelques secondes pour vous rappeler de tous vos souvenirs milanesques, je dirais même, avec elle, voilà, kiffez, rappelez-vous, kiffez, voilà. Donc, fin du temps imparti, qu'est-ce qu'elle a, elle? Même si cette phrase n'est pas française, je vais la garder, c'est pas grave. Donc, on a tout d'abord une amoureuse désespérée. C'est son art, c'est comme ça qu'ils l'ont écrite, c'est son personnage, à chaque fois elle cherche l'amour pour avoir l'amour, et quand elle a l'amour, elle le cherche quand même. Va savoir. Qu'est-ce qu'elle a comme pouvoir? Elle a le don de prédiction, qu'elle touche un objet ou une personne peut voir le passé ou le futur, même si elle le maîtrise moyen, même vers la fin, sinon elle a un peu mal. Le don aussi d'empathie, ou d'un moment qui est déverrouillé, ce qui est pas trop mal du coup pour influencer sur les gens. Et elle apprend également le karaté parce qu'elle voit que les deux pouvoirs d'avant sont éclatés. Et que face à un démon qui peut cracher du feu ou des lasers ou je sais quoi, bah c'est nul, hein, on va pas se mentir, t'as pas le karaté le gars pour dire hey, t'auras une mauvaise journée demain. C'est un démon, toute sa vie c'est de la merde, c'est pour ça qu'il est pas content. Bref. C'est le seul truc qu'on peut dire sans trop dévoiler. La grande, il est extrêmement connue, et aussi sexy, c'est vous qui voyez, Shannon Doherty, qui joue Prudence Halliwell. Tout le monde l'appelle Prue, ou Plou, ou Pru. Bref, elle, son personnage, alors comment on pourrait la décrire? Oui, dès le début de la série, ils nous la décrivent comme une femme indépendante en affaires, et aussi en plan sentimental, très clairement. Elle est leader quasiment née de la famille, hein, on va pas se mentir, hein, quand tu la vois dès le début, bah, clairement, c'est elle le patron, c'est elle le boss, voilà, on mise sur elle. Clairement, elle sortait déjà d'une grosse série. Le plus gros budget salarial, à mon avis, c'est qu'elle a dû le crochet. En deuxième, tu dois avoir Milano, et en troisième, t'as Oli. Très clairement, c'est la plus connue, je crois, des trois, à mon avis, au début de série en tout cas, c'était elle la plus connue. Donc elle misait sur elle, c'est son personnage principal. Très clairement, c'est sur elle qu'on mise. En termes de pouvoir, elle a le don de télékinésie. Bon, pour faire simple, c'est pour faire Xavier ou Dark Vador avec la force. Elle prend un objet, elle soulève un gars, elle soulève. Elle soulève tout ce qu'elle veut, elle n'a pas le temps. Si, au bout d'un moment, il met quand même une limite de charge, quand même. C'est comme un ascenseur ou un escalator, au bout d'un moment, il y avait quand même une limite de charge dans son pouvoir. Mais bon. Après, il me semble qu'elle décroche aussi un autre pouvoir, c'est celui d'Astral. On va faire voir qu'elle est en train de dormir, mais en fait, une version spirituelle d'elle qui. Voilà. On dirait Yoda. Je crois qu'il y a une scène ou un truc comme ça où le gars est un hologramme. La dernière n'est pas une Halliwell, mais grâce à un petit détail, du moins ce qui nous semblait être un petit détail scénaristique dans les saisons précédentes, réussit à se faire rattacher à l'arbre généalogique principal des Halliwell. Et donc, ce personnage était interprété par Rose McGowan, qui est Matthew Page. A l'inverse des trois autres personnages, elle n'a aucune conscience que le monde magique n'existe. Et elle n'a toujours pas ses pouvoirs magiques non plus. Cependant, ce personnage se révèle être très utile au niveau scénaristique, étant donné qu'elle ne sait pas où se trouve sa place dans ce monde, ni même dans le monde magique, en tant que sorcière, mais également en tant que personne. Alors je ne peux pas révéler pourquoi et d'où vient ce traumatisme, ou cette quête en tout cas, car sinon je risque de spoiler, et ça je ne veux pas, donc du coup on va passer directement au pouvoir. Mais je tiens juste à signaler en parenthèse que son arc est très intéressant. Bien mieux exploité que ne serait-ce que celui de Phoebe. Je reviens un peu dessus, mais c'est pas grave. Donc les pouvoirs, là aussi liés à qui sont papa et qui sont maman, qui est un élément très important. Je dirais juste qu'elle peut se téléporter, ainsi que des objets. Certes, au début, elle a beaucoup de mal, mais elle finit quand même par y arriver. Ainsi que le don de déplacer des objets. Voilà. Je n'en dis point. Je ne dis pas plus.
aussi important que les personnages principaux, parce qu'ils apparaissent quasiment H24 dans tous les épisodes. Je parle surtout de Brian Cross, a.k.a. Léo Wyatt. C'est le soigneur intérimaire dans le sens où, au lieu de lui soigner, 90% du temps, on va trouver une excuse pour pas le faire. J'ai pas le droit, je peux pas, faut que j'ai bonne permission, tu comprends, dérogation, paperasse, ainsi de suite. Tu sens surtout que le gars qui a écrit l'épisode, il s'est fait chier à faire 2 pages, et après il a fait... on va broder, hein, qu'est-ce qu'on peut dire? Il peut pas, eh ben il peut pas, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Bref. Donc, lui c'est le soigneur de l'équipe, il le montre au début, il le met en scène dès le début, comme l'homme à tout faire en gros, hein. Mais très vite, non, ce n'est pas un humain normal, voilà, j'en dis assez, mais j'en dirai pas plus. Si je vous dis Nip Tuck, Docteur Fatalis, bah, vous avez tous reconnu Julianne McMahon, tout simplement. Elle est grande, Julianne. Elle veut dire que vous regardez Charme et vous regardez après Nip Tuck, c'est bon, vous êtes bien, vous êtes des kings, tout simplement. Vous regardez les deux d'affilée, ou même pas d'affilée, mais vous regardez les deux, toutes les saisons, tous les épisodes, et grande à vous, voilà, tout simplement. Alors, lui, de base, son personnage, c'est un avocat. Et je me demande si c'est vraiment fait exprès pour jouer sur le cliché des avocats, et genre, ils sont tous avec Satan, ou excuse-moi de leur faire sur Terre, ou pas. Parce que finalement, une révélation, lui non plus, n'est pas vraiment humain. Et qu'il a une mission assez importante, on va dire. Alors, est-ce que c'est fait exprès? Je sais pas. Il n'y a pas de confirmation, j'ai essayé de chercher un petit peu à droite et à gauche, j'ai pas trouvé, donc je pense que oui, mais on sait jamais. Est-ce que c'est par facilité narrative ou par emploi du temps du coup du personnage quand on peut le mettre quand on veut à droite et à gauche? Voilà, je sais pas. En tout cas, ça c'est marrant quand même, le boulot et du coup, qui il est vraiment sous la peau. Je vais acheter un deuxième grande, je suis obligé. Le perso, le personnage, mais la série ne tiendrait pas s'il n'est pas là, selon moi, qui est un avis totalement fallacieux et de mauvaise foi, totalement, et je l'assume, car je parle bien sûr de Peter Daryl, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose dans cette série sans lui? Sincèrement, ceux qui l'ont vu, dites-le moi. Est-ce que c'est pas le personnage le plus important? Peut-être pas. Est-ce que ce gars-là a été développé? Peut-être pas. Est-ce qu'on sait d'où il vient? Non. Est-ce qu'on sait d'où il va? Non plus. On connaît quasiment rien de sa vie. Mais en vrai, s'il n'est pas là, il y a un manque. Et là, je suis désolé. On veut le revoir. Je crois qu'ils ont fait 2-3 apparitions à droite à gauche dans quelques séries. Et genre, ça l'appelle. Reviens. Et le MCU engage à droite et à gauche des mecs plus ou moins connus ou pas connus, et second rôle ou pas second rôle. Prenez-le! Prenez Dorian Grégory! Prenez-le! C'est pas le début, le générique. Alors, le petit fun fact qui est marrant, c'est que les mecs, quand ils ont commencé la série, ils ont signé pour 7 saisons. Je vous rappelle qu'ils en ont fait 8. Donc, la dernière saison, théoriquement c'était à peu près malin, tu signes juste, tu fais un petit chèque en plus, et tu mets à la limite à la fin le gars, il fait la gratte tout seul, en solo, et il s'éclate. Bah non. Les mecs ont un neveu, Jean-Max à mon avis, DJ amateur, bah le gars il se l'est mixé lui-même. Ça fait low cost. Et ça se voit. C'est-à-dire que rien que t'es à moitié endormi. Là où je parle aux anciens. Quand elle était diffusée, c'était à moitié endormi, t'entendais le générique, allez, tu savais c'était quoi, t'avais pas besoin de regarder. Tu savais où te mettre les pieds. Là, et là vous avez quoi? Vous avez un générique, voilà, à chaque fois tu te demandes, mais c'est quoi ce truc? C'est Wish? C'est une autre saison qu'ils ont programmé, et après tu regardes, ah non, je la reconnais celle-là, je les aime bien, du coup je vais regarder. Rien que le générique déjà, à la saison 8, pour moi j'ai un gros flop, mais pour tout le reste, c'est mythique, je veux dire, rien que les premières notes, tu t'en rappelles, mais tu kiffes de fou. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en point positif? Bah, la diversité des personnages, tout simplement. Tout simplement, je veux dire, vous avez 8 saisons, vous tenez sur 3-4 sœurs, et bah vous savez à peu près que vous avez des trucs, et chacun son caractère, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas pris 2 identiques, ou un plus ou moins identique, un similaire, non. Chacun a plus ou moins le sien, la preuve dans les toutes premières saisons surtout,
parce qu'après ils ont changé via direction artistique du Real, ils ont changé en conflit entre sœurs à conflit amoureux. Est-ce qu'on y a gagné, est-ce qu'on y a perdu? Il y a du bon et du moins bon de chaque côté. Il y a des arcs où le conflit entre sœurs était très bon, surtout quand on sait que deux actrices réellement ne pouvaient pas se blairer, et voilà. Je ne dirais pas comment ça s'est fini, mais c'est quand même fini d'un moment à l'autre de façon très radicale. Et de l'autre, on a des conflits amoureux où on a quand même des très beaux arcs. Je suis désolé, l'arc avec Fatalis, il y a des moments ou des passages, en tout cas, oui, c'est très bon. Très bien, très juste, bien joué. Bon, de toute façon, quand t'as McMahon, joue bien. Mais très bien joué, et assez bien écrit en général. Donc la série en elle-même, oui, il y a des points négatifs, hein, je vais pas mentir. Par exemple, la question des féministes, comment elle est exécutée, c'est un point négatif. Pas la façon dont ce que ça raconte ou ça essaie de raconter, non. Parce que comme je vous ai dit, chacune apporte à un moment donné une évolution du féminisme. Mais cette évolution-là, je l'ai retrouvée identique au courant social américain. Peut-être pas européen, mais au moins américain. Le féminisme, parfois, a été non respecté. Très clairement, au début, vous avez trois personnages qui servent de la carte sexy. Le Real, au bout d'un moment, quand ils ont arrêté de faire le conflit entre sœurs, ils ont mis les cartes des trucs, ont sorti quand même très rapidement la carte ultra sexy. Comme je vous l'ai rappelé, Alice et Milano, nus sur un cheval. Piper en tenue de cuir ultra courte, ultra moulante et ultra tout ce que tu veux. Le pire, je crois, c'est la suite de Piper, mais l'actrice réelle, dans les premières saisons, on lui a quand même demandé de mettre des soutiens-gorge rembourrés pour correspondre visuellement aux tailles de bonnet des deux autres. Alors au début elle a accepté, il me semble, et puis à la fin elle a fait je charrie pas les gars, non, je suis atoyère, je suis assez inscrit, tout le monde m'adore, non, c'est fini ça. Je suis au naturel, hors maquillage, et en naturel. Elle a pu utiliser des trucs. Il n'y a plus personne maintenant de me dirait ça sur un truc, le mec qui fait ça, ou même une réalisatrice ferait ça en vrai, elle se fait allumer, et elle a raison d'être allumée. Parce que tu fais pas ça, je suis désolé, tu dis pas un truc comme ça. Bref. Oui, il y a eu des grosses erreurs et c'était quand même fait par, en général, des misogynes. Oui, ça, on va pas se mentir, oui. Maintenant, si tu regardes que la série et tu penses pas à ça, ce qui va te gêner, c'est peut-être le côté sexy. Et des fois, le message part bien et c'est cool, un coup de tatane, retourner, mawashi, percute, tout ce que tu veux, dans la réalisation. C'est comme ça, c'est les années 90, 2000, quand je répète, il n'y avait pas forcément que de l'eau dans le checker. Donc, oui, mais ça fait partie des codes de l'époque, hélas. Hélas, c'est pas la seule série où il y a ça. Et très peu de séries de cette époque-là ou antérieures n'échappent à la règle, hélas. Maintenant, ça s'arrange un peu. Il y a d'autres défauts, mais ça s'arrange un peu au niveau. À ce point de vue-là, ça se défend. C'est vrai. Je pense que c'est le plus gros point négatif. Ça et aussi, au bout d'un moment, trop de saisons. C'est-à-dire qu'il y avait une telle demande. Je veux dire, en France, ça a cartonné ce truc-là. On a vu que ça a marché. En France, ça a cartonné. La trilogie du ça a cartonné là-dedans. Ça a tenu 8 saisons quand même. Alors à la fin, tu vois quand même que les deux héroïnes ou les deux sœurs mythiques sont là pour être là, elles prennent le chèque, elles disent merci, et puis voilà, elles prennent le chèque quoi. Même après, quand tu regardes ce qu'ils ont fait comme post-charme, regarder sur Wikipédia, c'est pas non plus ultra prestige non plus. Bon. Je rappelle encore, inspecteur Daryl. Je m'en remets toujours pas. Les sujets, beaucoup de sujets. En 8 saisons, tu vas douter qu'ils vont pas faire que des histoires d'amour et conflits entre sœurs. Non, il y a eu aussi du drame, conflits familiaux, sans tu n'en douter, traumatisme, réussir à vaincre ces traumatismes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, la romance, mais ça paraît logique. Et aussi un peu de religion, il me semble aussi. Et sexualité. Je pense que oui. Pas forcément dans les pratiques, mais je pense par exemple sur les capotes. Truc très con, mais dans les séries des années 90, il me semble qu'on n'avait pas vu beaucoup la notion de préservatif. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment comme dans les pubs, le mec rendu sort du lit en calfouette après avoir déglingué ta con toute la nuit.
pourquoi pas, hein. Ouais, j'ai jamais vu ça, mais pourquoi pas. Mais je crois que c'est la seule fois où ça, il me rappelle ça. Religion, oui, forcément, mais là je suis obligé de spoiler, donc je vais pas dire pourquoi. Les points négatifs, en fait, ça correspond plus aux règles dictées par le code de ce genre de série, et des années, surtout des méthodes de production, de réalisation de cette époque. C'est pas vraiment tant la série en elle-même, à part peut-être des fois un peu des défauts d'écriture de personnages, genre Milano, désolé, je crois que c'est le plus mal des 3 écrits, ou des 4, c'est, pour moi, très clairement, c'est ça qui est en dessous, t'as un gros potentiel, mais tu vas pas exploiter, très clairement. Donc ça, sinon, après le reste, non, je veux dire, la réal, ça reste correct, je veux dire, si vous avez aimé Buffy les vampires, ça rediffuse encore et encore, on reste dans la même veine, je crois que c'est la même société de production et le même producteur qui a fait ça. En tout cas, c'est dans le prolongement. Non, non, dans l'ensemble, ça reste une très bonne série. Et je veux dire, ça a marqué des têtes, ça a marqué les esprits. C'est pas pour rien. Mais c'est pas juste pour le côté sexy ou misogyne ou je sais pas quoi, non. Même maintenant, si Amazon l'a racheté, c'est bien parce qu'il y a des qualités. Et les qualités, je vous l'ai dit, c'est le social, c'est les phénomènes représentés en temps réel. Ok, des fois c'est précurseur, dans certaines séries on va dire oui, ils ont parlé bien avant de ce sujet dans cette série, plutôt truc. Ok, à mon avis, charme, je pense pas. En tout cas, comme ça de tête, je vois pas. Par contre, ils ont suivi l'évolution de la société et ils le retranscrivent assez fidèlement. Alors oui, il y a le côté, on va dire, un peu... au bout d'un moment, on va dire que combattre le mal ou les démons, c'est un peu un prétexte pour ramener d'autres sujets. Et je pense qu'en fait, c'est pas tant la découpe de monstres ou pas, c'est plutôt en fait ce qu'il y a à l'arrière-plan, qui du coup devient le premier plan. Qui est en gros les conflits familiaux, le traumatisme, le deuil, le passage au-delà, la religion, bon, sexualité pourquoi pas, les peines de cœur surtout, les conflits familiaux, l'acceptation, voilà, c'est un tout. Pour moi, très clairement, oui, et là je finirai là-dessus, c'est une bonne série. Je vais pas me répéter encore et encore, c'est une très bonne série. Regardez-la. Vous passerez un bon moment. Donc pour une bonne partie des saisons, vous passerez un bon moment. Et pour une bonne partie des épisodes aussi, des fois c'est très très marrant. Au-delà de ça, du coup, je vous ai promis la petite chips nostalgique, et elle va trouver tout simplement maintenant. Voilà. Alors, profitez, encore et encore, et kiffez. Les joies du monde moderne.